Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va avoir pas mal de choses à vous dire, le thème, donc, c'est « Un enfant peut-il consentir à un acte sexuel avec un adulte ?» Pourquoi ce titre ? Ce titre, je ne vous le cache pas, a créé une certaine polémique, notamment sur les réseaux sociaux, pas mal d'incompréhension. Quelques-uns se sont offusqués qu'on pose ce type de questions, que ce soit une question ouverte, où on pourrait répondre indifféremment oui ou non. Et certains se sont émus du fait que poser cette question serait d'une certaine façon relayer le discours des pédocriminels, en introduisant une discussion sur le consentement qui n'a pas lieu d'être. Alors pourquoi ce titre ? C'est vrai que quand on pose cette question, un enfant peut-il consentir à un acte sexuel avec un adulte ? Le bon sens amène à répondre bien sûr que non. C'est un enfant. Comment est-ce qu'il pourrait consentir à un acte sexuel avec un adulte alors que c'est qu'un enfant, qu'il n'a pas la maturité sexuelle pour comprendre ce dont il s'agit. Donc le bon sens amène à répondre non. Pourquoi on a posé cette question ? Parce que c'est la question qui est posée par la loi française. Aussi curieux et aussi absurde que ça puisse paraître, c'est la question que la loi française pose dans chaque affaire de viol sur mineur qui est examinée en justice. Et c'est pour ça qu'on pose cette question. Si c'était que le discours des pédocriminels, à la limite, on pourrait les laisser à leur place et puis avec le caractère plus ou moins glorieux de leur façon de se défendre. Mais c'est bien plus grave que ça. C'est pas seulement le discours des pédocriminels, c'est la question à laquelle les juges doivent répondre par l'effet de la loi. Et ils sont tenus de le faire. Et c'est ça qu'on voudrait vous démontrer, que je voudrais vous démontrer, moi, ce matin au niveau juridique. Et on examinera ensemble si ça a un sens ou pas que cette question soit une question centrale en matière de violence sexuelle sur mineurs. Alors, vous avez donc un paradoxe entre le bon sens qui amènerait à répondre non et la loi qui répond oui, en fait, parce que moi, si on me pose la question en tant que juriste, je suis obligé de dire la loi considère que oui. La loi considère qu'on peut consentir, qu'un enfant peut consentir à un acte sexuel avec un adulte. Et si ce titre de colloque vous paraît choquant, ça veut dire que vous êtes choqué par la loi française, en fait. Alors, on entend parfois certains professionnels, que ce soit des avocats, des juges, on entend aussi certains responsables politiques, affirmer que notre système de protection de l'enfance est satisfaisant et complet, pour reprendre l'expression de certains de mes confrères, qu'on a déjà suffisamment de textes répressifs, que la loi existe, mais qu'elle est mal appliquée, ou encore que la loi Schiappa aurait résolu le problème. Je dis la loi Schiappa pour simplifier, et c'est la loi du 3 août 2018, dont on va reparler. Moi, je voudrais vous démontrer ce matin que toutes ces affirmations-là sont fausses. Ce sont, à mon avis, des descriptions qui sont faites par des personnes qui ont une capacité de remise en question assez limitée. En réalité, le droit français, à notre avis, marche sur la tête dans ce domaine. Avant d'essayer de vous parler de l'état du droit plus précisément, il faut quand même entendre que beaucoup de spécialistes considèrent que, concernant les violences sexuelles sur mineurs, on a une quasi-impunité. C'est le discours qui est tenu, par exemple, par le docteur Salmona, mais pas seulement, puisqu'il y a quelque temps, il y a un juge des enfants, M. Édouard Durand, qui est assez impliqué dans le domaine de la protection de l'enfance, et qui a déclaré devant le Sénat
ça me fait mal, moi, en tant que magistrat, d'avoir à dire ça, mais je suis obligé de reconnaître qu'il y a un système de quasi-impunité. Et quand on sait d'ailleurs que Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, évoque un taux de condamnation concernant les viols sur mineurs entre 1 et 2%, je ne vois pas bien comment on pourrait décrire ce système-là si ce n'est par un système de quasi-impunité. Donc on a un système de quasi-impunité et pourtant on a affaire à un fléau dont l'intensité est effrayante en fait. Quand on reprend les chiffres, alors je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que ce matin peut-être d'autres le feront, mais quand on prend les chiffres de la police et de la gendarmerie concernant les plaintes qui sont reçues pour viol ou tentative de viol sur mineurs, on se rend compte que ça équivaut à un viol ou une tentative de viol sur enfant par heure en France actuellement. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça représente. On a entendu parler en 2017 de l'affaire de Pontoise et les médias en ont beaucoup parlé, comme si c'était une affaire comme ça qui arrivait tous les 6 mois. C'est pas du tout ça. Hein. Un viol sur mineur en France toutes les heures. Donc on a un fléau dont l'intensité est incontestable et assez effrayante. Et à côté de ce fléau, on a donc un état de la législation qui, d'après moi, ne peut pas être jugé satisfaisant. Alors, voilà le petit schéma que je vous propose concernant les qualifications possibles lorsque un enfant se plaint d'avoir été violé par un adulte. Je sais qu'il y a quelques magistrats dans la salle. Je vais demander aux autres d'essayer de se prendre pour des magistrats quelques instants et de se dire, voilà, vous avez une affaire où il y a un viol, en tout cas un enfant de 7 ans par exemple, qui se dit victime de viol par un adulte. Vous, en tant que magistrat, vous avez la responsabilité de retenir la bonne qualification pénale. Il se plaint de viol, donc vous pouvez commencer par imaginer que vous allez retenir l'infraction de viol. La caractéristique de l'infraction de viol, c'est que ça suppose un acte de pénétration. C'est ce qui distingue le viol de l'agression sexuelle. Lorsqu'il y a un acte de pénétration, c'est qualifié de viol et c'est un crime et c'est renvoyé devant une cour d'assises. Lorsqu'il n'y a pas d'acte de pénétration, c'est-à-dire, en simplifiant, lorsque ce sont des attouchements, c'est un délit et c'est renvoyé devant le tribunal correctionnel, avec des peines encourues qui sont différentes. Ça, c'est la distinction entre viol et agression sexuelle. Le point commun entre le viol et l'agression sexuelle, c'est qu'il faut démontrer la contrainte, la menace, la violence ou la surprise. Pour parler clairement, il faut démontrer que la victime n'était pas consentante. Je fais ce raccourci en connaissance de cause. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui nous disent « Mais pourquoi vous parlez de consentement ?» alors que le terme consentement n'existe pas dans le code pénal. Et c'est vrai, le mot consentement n'existe pas dans le code pénal. Mais on a préféré utiliser les expressions de contrainte, menace, violence ou surprise. Quand on regarde la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu'elle discute de la contrainte, elle utilise quelquefois l'expression défaut de consentement. Parce que la contrainte exercée par l'auteur, c'est rien d'autre que l'absence de consentement de la victime. Et donc, c'est pour ça qu'à notre sens, c'est pas gênant d'utiliser le terme de consentement, puisqu'en fait, c'est ça que ça veut dire. Et on se rend compte dans les enquêtes que c'est ça qui est étudié. Pour une affaire de viol sur mineur, les questions qu'on va poser à la victime, c'est ça. C'est est-ce que tu as dit non? Est-ce que tu as essayé de t'enfuir? Est-ce que tu as crié? Est-ce que tu t'es débattu? C'est ça les questions qu'on va leur poser. On pose ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'il faut établir la contrainte ou l'absence de consentement. Donc voilà, ça c'est le critère pour le viol et l'agression sexuelle, c'est l'absence de consentement de la victime. Par contre, vous avez une autre infraction qui est celle qui est tout à fait à droite, qui est l'atteinte sexuelle. Et ça, c'est un régime très particulier où on considère que même s'il n'y a pas de contrainte,
Autrement dit, si on retient l'hypothèse que l'enfant a pu consentir, le législateur nous dit bah, c'est quand même une infraction, parce que c'est pas bien, c'est un mineur de moins de 15 ans. Donc c'est quand même une infraction, mais on va qualifier ça d'atteinte sexuelle. Et l'atteinte sexuelle, du coup, la caractéristique, c'est que c'est sans contrainte. C'est l'hypothèse où l'enfant a pu consentir. Dans ces cas-là, on poursuit pour atteinte sexuelle et c'est jugé par un tribunal correctionnel. Voilà le système qui est applicable aujourd'hui. Donc vous, si vous êtes magistrat et que vous êtes saisi de cette affaire de viol sur un enfant de 7 ans, si vous voulez caractériser le viol, il va falloir que vous prouviez la contrainte. Et il va falloir l'indiquer dans votre décision, parce qu'il faut motiver les décisions. Comment vous faites pour caractériser la contrainte concernant un enfant de 7 ans, par exemple, qui a été violé par son père ? Un enfant de 7 ans qui est violé par son père, la plupart du temps, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive, il peut imaginer que ça se fait comme ça dans les autres familles. Ça peut être ce qu'on lui dit d'ailleurs. Et du coup, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de cris, l'agresseur n'aura pas besoin d'utiliser de violence. Donc comment vous faites, vous, pour caractériser la contrainte ? C'est ça la question. Et la Cour de cassation ne vient pas vous faciliter la tâche, puisque la Cour de cassation vient vous dire, si vous motivez en disant l'enfant était nécessairement contraint compte tenu de son âge, parce qu'il était trop jeune, la Cour de cassation cassera votre décision en disant, cassera votre décision, ça veut dire si vous avez condamné l'auteur, on casse la décision et on remet l'auteur en liberté. Hein. La Cour de cassation casse la décision en disant l'âge de la victime ne suffit pas à caractériser la contrainte. Pourquoi ? Parce qu'on a retenu l'âge de la victime comme étant déjà une circonstance aggravante. Et ce que nous disent les principes de droit pénal, c'est que le même élément ne peut pas servir à qualifier à la fois une circonstance aggravante et l'élément de l'infraction, c'est-à-dire la contrainte. Donc la Cour de cassation, si on ne retient que l'âge de la victime, va vous dire non, moi ça ne me suffit pas. Si en tant que magistrat vous dites l'enfant de 7 ans était nécessairement contraint parce que de toute façon il a été agressé par son père et qu'on ne s'oppose pas à son père, la Cour de cassation va vous dire non. L'identité de l'auteur, le fait que ce soit le père ou un ascendant ou un grand frère ou peu importe, ça aussi c'est une circonstance aggravante. Et ça ne peut pas également servir à établir la contrainte. Donc on a des décisions, hein, je les ai ici, mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas alourdir les débats. J'ai des décisions ici, hein, ceux que ça intéresse, je peux leur communiquer. On a des décisions qui sont très claires. Hein. Dire qu'il y a contrainte parce que l'agresseur était le père, ce n'est pas possible. Et du coup, on a un système français qui est assez particulier, on va dire. C'est qu'un enfant qui est victime d'inceste, eh ben, on considère qu'il n'est pas nécessairement contraint, qu'il peut avoir consenti à son inceste. Ça semble ne choquer personne quand on parle avec certains responsables. Enfin, si, ça choque certaines personnes, mais pas suffisamment, en tout cas, pour que la loi soit modifiée. Nous considérons que c'est marcher sur la tête. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un enfant de 7 ans, ou même de 14 ou de 17 d'ailleurs, pourrait consentir à son propre inceste ? C'est juste une aberration. Alors, voilà le choix que vous allez avoir à faire selon les qualifications. Vous remarquerez aussi que dans le tableau que je vous ai donné, il n'y a aucune spécificité qui est reconnue pour les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun régime particulier pour les enfants. La contrainte doit être démontrée en cas de viol pour une victime adulte, mais elle doit être démontrée aussi pour un enfant de 7 ans, qui est notre exemple. Dans la loi, si on ne parle que de la loi, elle doit être démontrée aussi pour un enfant de 2 ans. J'ai déjà eu, moi, à plaider une affaire de viol et d'actes de torture et de barbarie sur un nourrisson de 15 jours. Heureusement, ça n'arrive pas si fréquemment que ça, mais ça arrive. Juridiquement,
il faut, avant de retenir la qualification de viol, démontrer que le nourrisson n'était pas consentant. Donc moi, je veux bien qu'on dise que le droit français est satisfaisant et complet. Il y a une sénatrice qui m'a dit il y a quelque temps non, mais il faut pouvoir dire que le droit français protège ses enfants. Mais moi, je dirais que le droit français protège ses enfants quand il les protégera. À partir du moment où on a un système qui considère, au niveau de la théorie, qu'il n'est pas aberrant de retenir l'idée qu'il faut prouver la contrainte même pour un nourrisson, je considère qu'on a l'obligation de dénoncer ce droit et de dire qu'il y a une réforme urgente à mener. Et l'idée du colloque de ce matin, c'est ça, c'est d'essayer de vous dire pourquoi il y a une réforme urgente à mener, parce que le droit actuel marche sur la tête. Alors, vous avez une jurisprudence quand même, puisque la Cour de cassation a quelquefois des éclairs de lucidité. La Cour de cassation avait été saisie en 2005, c'est une affaire du 7 décembre 2005, avait été saisie concernant des viols sur 2 enfants de 5 ans et de 1 an et demi. Au moment de discuter de la contrainte, la Cour de cassation s'est dit peut-être que c'est aberrant d'aller discuter de la contrainte pour un enfant d'1 an et demi. Et donc la Cour de cassation a créé une jurisprudence disant pour les enfants en très bas âge, on ne doit pas se poser la question de la contrainte. Alléluia. Mais cette jurisprudence de la Cour de cassation, elle est appliquée pour ces 2 enfants d'1 an et demi et de 5 ans, elle l'a appliquée ensuite pour une victime de 6 ans, mais elle n'est pas allée au-delà jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, si on intègre la jurisprudence de la Cour de cassation, le seul seuil qui serait retenu par le droit français, par la jurisprudence, pas par la loi, ça serait 6 ans. Quand nos voisins sont à 13, 15, 17 pour certains. Nous, on serait à 6. Et c'est qu'une jurisprudence de la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, elle change de jurisprudence. Moi, il me semble que pour des interdits aussi fondamentaux que celui-là, c'est le législateur qui doit poser le principe. Pourquoi la Cour de cassation l'a fait ? Parce qu'elle trouvait que c'était une aberration de discuter de ça. Mais le rôle premier du juge, c'est pas de créer des règles de droit. Ils l'ont fait parce que le législateur ne l'avait pas fait. Et vous avez du coup des discussions qui ont eu lieu sur ce thème-là au moment de la préparation de la loi Schiappa. Vous avez, je pense, entendu parler de l'affaire de Pontoise, hein, en quelques mots. Une petite fille de 11 ans avait déposé plainte pour viol envers un adulte de 29 ans. C'était des actes de pénétration dans une cage d'escalier, enfin bref. Et le procureur de la République de Pontoise a requalifié le viol en atteinte sexuelle, en disant « je n'ai pas de preuve qu'il y avait bien contrainte ». Et donc j'estime que la victime a pu consentir aux actes sexuels. Et c'est à partir de cette affaire-là qu'on a commencé à s'émouvoir du droit et à espérer que la loi qui finalement verra le jour en 3 août 2018 résolve certaines difficultés. Vous avez des déclarations de Marlène Schiappa. Alors si tu peux... Voilà. Je voulais indiquer parce que ça me semble important que vous l'ayez en tête. Simplement pour vous rendre compte que entre certaines déclarations d'intention et ce qui se retrouve ensuite dans la loi, il y a quelquefois un fossé qui est assez conséquent quand il s'agit d'engagement de responsables politiques. Marlène Schiappa disait donc « Nous devons inscrire clairement dans la loi qu'en deçà d'un certain âge, il n'y a pas de débat sur le fait de savoir si l'enfant est ou non consentant. » Ça semblait une remarque de bon sens. Le président de la République était aussi allé dans ce sens-là en évoquant l'âge de 15 ans. Voilà ce qui était discuté au moment des préparations de la loi Schiappa. Comment on résout ce type de difficulté sur la contrainte ?
comme on ne vit pas sur une île déserte, ça peut être intéressant d'aller voir ce que font nos petits voisins, parce qu'ils ont le même genre de difficultés. Hein. Les viols, ce n'est pas spécifique à la France. Et je vous ai donné alors, un premier exemple qui est la Belgique. Alors, les Belges résolvent cette difficulté de manière assez simple. Hein, est réputé viol à l'aide de violence, tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de 14 ans accompli. C'est simple, ça me semble assez clair. En dessous de 14 ans accompli, s'il y a un acte de pénétration sexuelle, on considère que c'est un viol avec violence. Il me semble que le message est clair pour tout le monde, pour les victimes, pour les agresseurs, et on a un interdit clair. Je vous ai donné un autre exemple qui est la Tunisie. C'est une loi qui a été votée en 2017. Là aussi, est considéré viol tout acte de pénétration sexuelle commis sur une personne sans son consentement. On se rend compte que certaines législations n'ont pas peur d'utiliser le terme de consentement. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'alinéa suivant. Le consentement est considéré comme inexistant lorsque l'âge de la victime est au-dessous de 16 ans accomplis. Là aussi, ça me semble parfaitement clair. Grosso modo, on ne touche pas à un enfant en dessous de cet âge-là, quoi. Alors, on pourrait discuter de l'âge, mais il n'y a pas de consentement possible en dessous de cet âge-là dans la loi tunisienne. Donc là, vous avez des interdits clairs et qui, à mon sens, peuvent permettre d'obtenir une protection des enfants satisfaisante. Nous, ce n'est pas du tout le choix qu'on a fait, parce qu'on aime bien se démarquer. Et on a choisi, nous, de faire référence à... Alors, je vous laisse admirer cette merveille de texte. On a fait référence à l'abus de vulnérabilité et aux capacités de discernement de l'enfant. C'est-à-dire que pour les enfants de moins de 15 ans, il va falloir examiner s'ils avaient le discernement suffisant pour consentir ou pas à l'acte. Donc, si vous êtes magistrat avec la loi Schiappa, vous vous dites chouette, peut-être qu'on va m'avoir simplifié les choses. Eh bien, en fait, pas trop, en fait, parce que pour les mineurs de 15 ans, il va falloir examiner leur discernement, savoir s'ils avaient le discernement suffisant pour consentir, et éventuellement apporter la preuve que l'agresseur a abusé de sa vulnérabilité. En droit pénal, on dit que les textes s'interprètent de manière stricte, c'est-à-dire que quand le texte parle d'abus de vulnérabilité et de discernement, on considère que le juge doit établir ces éléments. Ce texte-là ne dit pas il y a nécessairement une contrainte en dessous de tel âge. Il aurait pu dire ça. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a fait référence à l'abus de vulnérabilité et au discernement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue l'examen au cas par cas. En fait, ça c'est un refus de poser un principe de non-consentement. Et pourquoi je vous affirme ça, moi, en tant qu'avocat? Parce que, dans le même temps, on a maintenu le régime de l'atteinte sexuelle, de l'article 227-25. Ce régime de l'atteinte sexuelle qui, justement, présuppose que l'enfant a pu consentir. Donc, celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si on vous donne un texte en disant « il faut examiner le discernement » et qu'on maintient le texte qui dit en dessous de 15 ans, l'enfant peut consentir et dans ce cas-là, on poursuit pour atteinte sexuelle, c'est qu'on n'a posé aucun principe de non-consentement. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. Toutes les associations de protection de l'enfance le disent, et pas seulement les associations, les professeurs de droit, les juristes, les avocats. Donc cette loi Schiappa n'a apporté aucune protection supplémentaire aux mineurs de 15 ans. Ça peut donner l'illusion qu'on a apporté une protection supplémentaire parce qu'on a utilisé l'expression « sont caractérisés ». La contrainte ou la surprise sont caractérisées. Donc on pourrait penser que c'est une affirmation. Mais juridiquement, ça ne peut pas en être une. Ça ne peut pas être une affirmation parce qu'on renvoie au discernement et parce qu'on maintient le régime de l'atteinte sexuelle. Donc on a refusé de poser un principe de non-consentement. C'est un peu comme si le législateur avait continué à se défausser sur les juges, en fait. Et puis, il y a une autre difficulté très importante à ce texte-là.
C'est que ce texte-là, à mon avis, pour l'appliquer en pratique, ça va être assez compliqué. Vous savez qu'une victime met souvent beaucoup de temps à déposer plainte. Ça n'a rien d'exceptionnel qu'une victime dépose plainte 15 ans ou 20 ans après les faits. C'est d'ailleurs pour ça qu'on reporte les délais de prescription. Donc la plupart du temps, la victime dépose plainte 15 ou 20 ans après les faits. Votre enfant de 7 ans là, qui se disait avoir été victime de viol, s'il dépose plainte à 27, il vient, vous, en tant que magistrat, vous êtes saisi de son dossier, il vient vous voir à 27 ans. Vous, avec ce texte-là, vous allez devoir déterminer si 20 ans avant, il avait les capacités de discernement ou pas. Alors, je vous souhaite bon courage, hein, parce qu'on dit quelquefois, non, mais il faut faire confiance au juge. Le juge va s'y retrouver, il faut lui faire confiance. Mais là, il faut qu'il ait des pouvoirs surnaturels. Hein. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses clairement. Même les experts, je ne sais pas si Gérard Lopez est encore dans les parages ou pas, non, mais Gérard Lopez le dit, pour les experts, c'est déjà extrêmement compliqué, voire impossible, d'aller affirmer qu'un enfant a des capacités de discernement ou pas. Mais alors si en plus, vous avez la personne qui vient vous voir à 27 ans pour que vous disiez si à 7 ans elle était discernante, cette loi-là, elle va faire joli dans le code pénal, quoi, hein. Mais ça n'améliorera pas la condition des enfants. Le résultat de cette loi Schiappa, le résultat de cette loi Schiappa, c'est que les requalifications en atteinte sexuelle continuent, puisque ce qui s'est passé à Pontoise peut parfaitement se renouveler et a commencé à se renouveler, même si ce n'est pas des affaires qui ont été médiatisées. Il y a eu une affaire en janvier ou février à Nîmes concernant une petite fille de 13 ans qui était placée et qui a été violée par son éducateur de 49 ans. Le juge d'instruction de Nîmes a requalifié le viol en atteinte sexuelle en disant « j'ai pas de preuve qu'elle était contrainte ». Donc ce genre d'affaires continue et va continuer, c'est évident. Et pourquoi c'est une catastrophe d'après nous ? Parce qu'après tout, il y en a certains qui nous disent « oui, mais vous vous emballez pour rien, il y a quand même l'atteinte sexuelle, c'est poursuivi, il y a une atteinte sexuelle, et avec la loi Schiappa, on a fait porter la peine encourue pour atteinte sexuelle de 5 à 7 ans d'emprisonnement. Donc de quoi vous vous plaignez ? Il y a quand même des poursuites, et puis l'agresseur sera quand même condamné. Peut-être. Moi, je considère, et nous considérons, que ce système, qui est quasi unique en Europe, est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que, déjà, un viol sur mineur, c'est un viol. Je veux dire, pourquoi le requalifier en atteinte sexuelle ? Ce que les victimes veulent, c'est que leur agresseur soit jugé pour ce qu'ils ont fait. Pas plus, mais pas moins non plus. Donc, on entend quelquefois dire « mais oui, mais c'est aussi l'intérêt des victimes, parce que du coup, on va passer devant le tribunal correctionnel, ça va aller plus vite, ça va être moins difficile pour eux. » Mais ce qu'une victime veut en premier, c'est que son affaire soit jugée correctement. Quand vous requalifiez et que vous renvoyez l'affaire devant le tribunal correctionnel, il faut avoir conscience de ce que ça implique en pratique. Moi, pour plaider en correctionnel depuis maintenant 23 ans, les affaires correctionnelles, vous arrivez à 13h30, vous avez, dans la plupart des cas, 40 ou 50 dossiers qui vont être examinés. Ça, c'est normal, c'est la routine, ça. Dans ces 40 ou 50 affaires, vous allez vous retrouver avec un viol sur mineur correctionnalisé. Donc peut-être que le magistrat va se dire, bon, il va peut-être falloir que j'y passe un peu de temps, mais matériellement, il ne pourra pas y passer plus d'une heure ou deux. Ce n'est pas possible autrement. Donc on demande à un tribunal correctionnel de juger en 1 heure ou 2 ce qu'une cour d'assises mettrait 3 jours à faire. Une affaire de viol sur mineur qui va aux assises, c'est en général 3 jours. Et devant la cour d'assises, on a ce luxe de pouvoir aller un peu au fond des choses, avoir le temps, pour une fois, pour que l'affaire soit jugée correctement. Devant le tribunal correctionnel, non, il faut dire les choses clairement. On ne peut pas examiner une affaire de viol sur mineur en 1 heure ou 1 heure et demie, ce n'est pas possible.
Et donc, pour avoir assisté à des affaires qui étaient correctionnalisées, qui étaient qualifiées de viol sur mineur et qui étaient correctionnalisées après, la victime n'y comprend rien. Parce que quelquefois, il y a eu une instruction qui a duré des années, elle a fait des auditions, elle a fait des confrontations, on lui en a demandé beaucoup, et puis c'est jugé en 1 heure ou 1 heure et demie. Et vous avez des victimes qui nous disent « mais ça y est, c'est fini là en fait ?» Le juge, il s'est fait son opinion comme ça. Hein. Et il faut être réaliste, ce n'est pas possible de juger une affaire de viol sur mineur entre une affaire de vol d'orange dans un supermarché et de non-paiement de pension alimentaire. Je ne dis pas que ces infractions-là ne sont pas des infractions, je dis juste que le viol sur mineur, c'est une infraction d'une autre gravité. Que voler une orange dans un supermarché et violer un enfant, ce n'est pas pareil. Et que ce n'est pas pour rien que le code pénal a qualifié pour l'un de crime et pour l'autre de délit. Donc on ne peut pas avoir une justice satisfaisante dans ces conditions-là. Et il y a plein d'incidences. La peine encourue pour viol sur mineur, c'est 20 ans de réclusion. Pour atteinte sexuelle, c'est 7 ans d'emprisonnement. Donc au niveau du caractère dissuasif de la loi, je trouve qu'il y a de vraies questions à se poser. Est-ce qu'on est prêt à assumer, dans un système qui a une impunité quasi totale, est-ce qu'on est prêt à assumer qu'en fait, les affaires de viol sur mineur, au lieu d'encourir 20 ans, on ne va plus encourir que 7 ? Est-ce que c'est un bon message à délivrer dans un système qui garantit une impunité quasi totale aux agresseurs ? Parce que c'est bien de s'émouvoir de l'impunité quasi totale, mais il faut peut-être réfléchir pour savoir d'où il vient. S'en émouvoir et puis dire « ah, c'est terrible, il y a énormément de pervers », c'est bien, mais d'où ça vient ? Est-ce qu'on n'a pas, nous, au niveau de la loi, une réflexion à mener ? Donc, les affaires correctionnelles, je vous disais, il y a plein de conséquences. Une victime devant la cour d'assises, si elle estime que pour parler dans de bonnes conditions, elle a besoin que l'audience ne soit pas publique, elle fait une demande de huis clos. Elle dit, je veux pas m'exprimer devant des gens qui seraient dans la salle, je veux pouvoir parler de ce que j'ai subi tranquillement et en petit comité. Si elle fait cette demande de huis clos devant la cour d'assises, c'est de droit. Le juge n'a rien à dire, il est obligé de lui accorder. Devant le tribunal correctionnel, pas du tout. Donc quand on correctionnalise, ça veut dire qu'on ne garantit pas la façon dont la victime va être entendue. Elle va peut-être faire une demande de huis clos qui ne va pas forcément être accordée, et elle va peut-être devoir s'exprimer devant 30 inconnus qui seront dans la salle, voire même le comité de soutien de l'agresseur qui sera dans la salle aussi. Donc on parle beaucoup d'améliorer les conditions de recueil de parole de la victime, mais là aussi, devant le tribunal correctionnel, ce n'est pas garanti. Et puis vous avez une autre vraie difficulté, à mon sens, et j'ai quasiment terminé. Vous avez une autre vraie difficulté, c'est que si jamais il y a une condamnation pour atteinte sexuelle, quel est le message qu'on délivre à la victime ? On lui dit, on a condamné votre agresseur, mais on l'a condamné pour une infraction qui présuppose que vous avez pu consentir. Est-ce qu'on pense vraiment qu'une victime de viol peut se reconstruire avec ce type de décision de justice ? Ces requalifications en atteinte sexuelle sont une catastrophe pour les victimes. Et il faut être clair, je sais que tout le monde ne tient pas ce discours-là, mais il faut être clair, c'est une catastrophe pour les victimes. Et donc, mon souhait aujourd'hui, c'est d'avoir essayé de vous convaincre qu'il était crucial que les pouvoirs publics ouvrent enfin les yeux sur les incohérences de notre droit et que ces incohérences sont une des causes principales du système de quasi-impunité concernant les violences sur enfants. Merci de votre attention.